Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode de Tuba un peu différent de d'habitude. Cette fois, c'est moi qui suis l'invité de Cédric et qui parle de mon parcours, de mes apprentissages et surtout de ma vision de l'entrepreneuriat, entre autres. C'est un angle un peu différent et j'avais envie de te le partager, alors bonne écoute! Eh ben, on est parti avec Géraldine. Comment tu vas, Géraldine? Trop bien. Je vais Trop trop bien? bien. Ouais, merci. Et toi? Bah, pareil, trop bien, trop content de faire cet épisode avec toi. La raison principale, c'est qu'on se connaît déjà. Ouais. On a fait des marches narratives ensemble, on a fait des camps de base ensemble, on échange régulièrement ensemble, Mm. parce qu'on va venir sur toi, ton parcours, qui tu es, etc. Mais tu es aussi entrepreneuse et on s'entraide beaucoup. Ouais. Et comme bah, j'adore ta personnalité, j'adore qui tu es et ce que tu fais bien sûr, bah, c'était une évidence pour moi de te recevoir dans le podcast No Rules. Et bah, je vais te poser la même question que je pose à tous mes invités. Qui es-tu, Géraldine? Hey, bonne question. Ok, on commence direct, on rentre dans le vif du sujet. Très bien. Écoute, je suis une femme de 40 ans qui a deux enfants, qui vit à Lyon. J'ai ma boîte depuis presque 3 ans maintenant. Et avant, j'ai passé quasiment 15 ans dans l'univers du très, très, très corporate. Ça, c'est une partie de la définition de qui je suis. À côté de ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la montagne, être dehors et passer du temps à faire des trucs avec ses mains. Voilà. Ah ouais? Ça vient d'où? Ouais. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que quand j'étais petite, j'avais l'impression de faire que des dessins, des trucs moisis qui rendaient pas grand-chose. Et le fait d'avoir eu des enfants, je me suis dit, bah, c'est trop bien, je peux faire des activités manuelles avec eux. Et j'ai un peu repris ça. Et j'avoue que depuis que j'ai ma boîte, je pousse même ce curseur un peu do it yourself un peu plus parce que c'est un des moments où j'arrive à débrancher mon cerveau. Le fait de faire des trucs avec mes mains. Et ma tête marche moins ou se met en suspens et ça fait du bien. Donc je sais pas exactement d'où ça vient, mais je sais que ça me fait du bien. Donc en soi, ça me fait du bien, je continue de le faire, quoi. Et t'as des exemples de choses que tu fais avec eux, manuels, où ça te fait du bien, justement? J'ai fait pas mal de couture. Pour ma deuxième grossesse, j'ai été arrêtée, j'étais encore salariée, j'ai été arrêtée plus tôt que prévu. Et en fait, je suis passée de un petit 70 heures semaine à plus rien du tout parce que bah arrêté. Donc pendant 24 heures, je me suis dit ouais, sauf qu'en fait, passer à rien du tout, ça va pas être possible. Et j'avais une vieille machine à coudre à la maison de ma grand-mère que je n'avais jamais branchée. Et donc mon mec commençait à me voir tourner un peu en rond, à se dire super, il va falloir que je gère parce que si elle commence à péter les plombs, ça va être problématique quand même. Il me dit bah sors la machine, je sais pas, essaye de faire des trucs avec, si t'as envie de faire des trucs avec tes mains, et de t'occuper quoi. Et bref, je sors la machine, je me dis bah très bien, la machine elle est branchée, mais je sais pas coudre en fait, tu vois. Donc je sors la machine, je vais commencer à regarder sur YouTube en me disant bon, comment on fait, comment on met une bobine dans une machine à coudre, comment juste on fait les premiers points, etc. Et j'étais enceinte, donc très vite, je me dis bon bah c'est bon, j'arrive à coudre un truc, deux trucs, bon bah je vais faire des trucs pour le bébé, tu vois. Une nidification, voilà. Et très vite, mes copines me disent mais c'est vachement bien ce que tu fais. Attends mais c'est trop cool, tu devrais me mettre en vente. Et je me dis non mais n'importe quoi. Enfin, j'étais partie d'un délire, tu vois, de faut que je m'occupe. Et j'arrive à, il va falloir enfin il va falloir, il faut rien du tout, mais potentiellement je peux m'amuser un peu plus avec l'idée d'une boutique, tu vois. Et donc bien sûr, je me suis prise au jeu. Donc j'ai créé une boutique sur Etsy où j'ai commencé à vendre au départ aux gens que je connaissais, puis après à des gens que je connaissais pas. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, mon boss de l'époque me suivait et se disait: «Mais mon Dieu, mais elle va jamais revenir. En fait, elle est en train de monter sa boîte en parallèle. Elle vend ses trucs, cousus là, jamais elle revient, salariée à la fin de son congé mat». Bref, et en fait, c'est toujours resté un truc, que je fais, de temps en temps. Donc les enfants, font de la couture. Quand ils étaient plus petits, on faisait pas mal de gommettes. Là, j'avoue que maintenant, ils sont un peu plus grands, ils ont 7 et 11 ans, donc c'est des trucs un peu plus avancés que des gommettes, mais ça peut être des collages, des dessins pas à pas, voilà, ce genre de trucs. Mais l'idée, pour moi, c'est qu'ils explorent des choses aussi, qu'ils passent du temps à faire des choses avec leurs mains,
et à comprendre que, il y a l'école, il y a, les notes, les profs et cetera et il y a aussi, d'autres moments qui sont des moments suspendus, tu vois? Où tu es concentré sur ce que tu es en train de faire et cetera et pour le coup, ça leur fait du bien aussi donc moi, je me dis plus ils explorent ça, plus ils connaissent des pistes, de trucs à faire en dehors de, l'école aujourd'hui et le travail demain ou après-demain peut-être, plus ça leur donne des billes pour, potentiellement, essayer des trucs quoi et se dire, j'ai pas peur d'essayer. En tout cas, je connais pas, mais c'est pas parce que je connais pas que ça met forcément un frein à essayer. C'est marrant, dans ton récit, il y a un mot qui revient et qui est très lié à ce côté do it yourself, comme tu as dit notamment. Ouais. Alors, c'est pas ce mot-là, c'est un autre, mais ce côté do it yourself, et te connaissant, je sais que tu aimes bien aller creuser des choses, découvrir par toi-même, Mmh. apprendre, et dans la partie entrepreneuriat qu'on verra plus tard, Ouais. bah, j'imagine que tu es comblé avec ça parce qu'on apprend tous les jours. Mais c'est le mot explorer qui revient souvent dans ton langage, enfin, Ouais. ouais, dans ton récit. Est-ce que tu as est-ce que tu as l'impression d'explorer aujourd'hui dans ta vie? Grave et de plus en plus parce que j'ai en effet mis le doigt sur ce mot-là et que je sais que c'est quelque chose d'important pour moi et clairement aujourd'hui ça fait partie des filtres de décision que j'ai, dans ma vie et dans mon business en particulier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une décision qui arrive ou, un nouveau client, un nouveau projet et cetera, la partie exploration doit faire partie du deal en fait. Si j'ai pas cette partie-là, je sais que c'est tellement important pour moi que de ne pas l'avoir, ça va aller un peu contre ma nature et ça va être compliqué pour moi, en fait, à moyen ou à long terme, de garder de l'énergie, de la motivation à faire les choses. Et donc, j'ai vraiment besoin de cet aspect d'exploration. Et quand tu disais do it yourself, pour moi, il y a aussi l'idée de, tu vois, quand je faisais de la couture, par exemple, c'est marrant parce que c'est ma fille qui a mis le doigt et qui a dit ce truc-là il y a une dizaine de jours et je me suis dit, putain, c'est exactement ça. Elle me disait, mais maman, en fait, j'aime pas, quand je prends des bouquins de dessin, j'aime pas refaire exactement le dessin qui est à l'intérieur. J'aime bien commencer un peu comme ils disent et après faire à ma façon. Et je me suis dit: «Putain, c'est exactement ça». Quand je faisais de la couture, tu vois, j'allais chercher des patrons. Il y a pas une fois où j'ai fait un patron tel que je l'avais trouvé. En fait, j'allais chercher à droite, à gauche, donc cette phase d'exploration, de grenouillage, je vais piocher, je vais regarder plein de trucs et ensuite je mets tout ça ensemble et c'est à partir de là où je vais créer quelque chose, qui me convient à moi et qui convient à mes clients aussi. Et donc cette phase d'exploration, pour moi, elle est ultra importante parce que c'est ce qui va conditionner presque ce qui va se passer après. Et donc je te confirme qu'aujourd'hui, ça a une place importante dans ma vie et je fais en sorte de garder, ça, dans quasiment tout ce que j'entreprends. Et cette phase d'exploration, tu l'as décrit comment? C'est un processus d'idéation, de recherche, comment tu décrirais cette phase d'exploration, toi? Avant, j'étais beaucoup sur la recherche, c'est-à-dire quelque chose d'un peu forcé, au sens, bon, c'est la phase d'exploration, donc j'y vais, je vais chercher, je me donne un temps pour aller, chercher, quand je disais grenouiller, tu vois, regarder à droite à gauche, en discuter avec les gens et cetera. Là, maintenant, je me rends compte que le process est un peu moins, calé. En fait, je vais avoir tendance à capter des trucs à droite à gauche, à me dire: «Ah tiens, ça c'est intéressant» et tu vois, je vais le mettre, dans moi j'utilise Google Keep pour vider mon cerveau en fait et pour garder, tout ce que je vide. Et surtout quand je ne sais pas encore quoi en faire. C'est-à-dire que l'idée est là, où je vois passer quelque chose et je me dis: «Ah ça a l'air cool», je le mets là-dedans. Ça ne veut pas dire que j'ai une mise en application qui est immédiate, mais ça veut dire que, ça va faire son chemin. Soit ça reste dans ma tête parce que c'est un truc où je me suis vraiment dit: «Ah ça a l'air génial» et je vais avoir tendance à le creuser ou biais de confirmation à le voir partout et à me dire: «Ah mais évidemment c'était ça, qu'il fallait que je fasse là maintenant tout de suite». Soit ça sort de ma tête et j'ai toujours un temps où je vais aller regarder en fait ce que j'avais mis dans mon Google Keep et trier en fait, trier, synthétiser, me dire: «Bon, est-ce que vraiment, cette idée que je trouvais géniale sur le moment, est-ce que vraiment elle est bonne ou est-ce que c'est de la merde? Et où est-ce que je peux le réutiliser?» Et en fait, notamment en entrepreneuriat, je me rends compte que je prends des décisions maintenant au bout de 3 ans, sur des choses où j'avais déjà noté ça, peut-être à 2 ou 3 mois, tu vois, de vie, de ma boîte et juste c'est sorti. Pour plein de raisons. La thématique est enfin voilà, je suis passée à côté ou j'y ai plus pensé ou voilà et où je me dis: «Putain, mais c'est pas nouveau ça. Ça, j'y avais déjà pensé, je m'étais déjà dit que c'était ça que j'avais envie de faire, juste j'avais pas été au bout» et donc j'accepte, que cette exploration, elle est infinie et qu'il y a des choses qui vont en sortir maintenant et d'autres qui vont sortir plus tard, mais je force moins quelque part le process en mode, «Bon ça y est, je vais explorer ça, je me laisse un temps pour creuser et ensuite, j'applique». Je sais pas si c'est C'est, très clair dans le c'est, processus, mais non, je trouve que ça m'évoque
plein de choses. La première, c'est que il y a cet esprit un peu de collecte que tu fais. Mm. Mais une collecte qui n'est pas contrainte ni obligée par le résultat tout de suite. Ouais, Euh, et c'est ça, c'est surtout ça que ça m'évoque parce que moi je suis plutôt dans un schéma inverse et qui est épuisant en fait, qui est parce que sur le volet entrepreneurial en tout cas j'entends, hein, il y a ce côté toujours devoir faire quelque chose, toujours devoir être en mouvement et ça c'est quelque chose que pour le coup, je promeux, hein, je suis beaucoup là-dedans. ouais, Mais du coup, il y a ce travers de se dire, si j'ai quelque chose, une information, enfin quoi, une connaissance, une expérience ou autre, il faut que je la transforme et ça doit donner si c'est ouais. pas un résultat, au moins qu'il y ait un mouvement. Or, toi, tu es plus dans, en tout cas, c'est ce que je comprends là, ou peut-être que c'est une prise de conscience récente chez toi, mais je collecte, c'est là, et c'est un peu, d'ailleurs, c'est un peu ce que moi j'appelle l'intuition, c'est-à-dire que c'est comme si tu as une base de données qui est à l'intérieur, donc dans Ouais. ta tête, et qu'à un moment donné, les faits de la vie, les faits de vie, contextuels, situationnels, environnement, rencontre de personnes, opportunités, Mm. feront que ça va aller piocher dans cette base de données et te dire, ah, c'est le moment, sors-le, utilise-le. Et c'est un peu comme ça que je trouve que tu fonctionnes, si j'ai bien compris ta façon de faire. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, je vais avoir tendance à observer aussi la redondance. C'est-à-dire que si j'ai une idée, que je la laisse un peu de côté et que le truc revient d'une manière ou d'une autre et revient encore et revient encore. Au bout d'un moment, je me dis non, mais là, c'est revenu quand même un paquet de fois. Est-ce que maintenant décide en gros, est-ce que tu vas faire quelque chose de cette idée ou pas? Est-ce que tu vas vraiment passer à l'action ou pas? Et tu disais, c'est une prise de conscience assez récente, en effet. Moi, j'étais très problem solver en bon français. Mm. J'étais très, il y a un problème, il faut une solution. Et pendant longtemps, et je pense que c'est aussi ce qu'on attendait de moi, notamment en entreprise, d'être dans la réaction, en fait. Donc j'ai été un peu matrixée comme ça, c'est-à-dire dans le fait de réagir vite, trouver une solution, des réponses rapidement. C'est ce qui est attendu, c'est ce qui est valorisé, etc. Et donc j'avais un peu ce modèle-là. Et je me rends compte après coup, et je me suis rendu compte grâce à l'entrepreneuriat, hein, que c'était un modèle, mais c'était pas forcément le mien. Donc, je m'étais adaptée à ça et je suis capable de réagir dans ce genre de contexte, mais c'est pas forcément le contexte qui, moi, me convient le plus. Ou alors, il y a des moments, en effet, dans mon business où je sais que ça va être sur ce modèle-là pour des raisons, parce que j'ai pris une décision et qu'il y a une question de timing. Et donc, je sais que je peux me mettre dans ce mode-là, mais c'est pas mon mode naturel, en fait. C'est surprenant parce que, alors surprenant non, c'est pas le bon mot. Euh, bah, on y viendra encore une fois sur l'aspect ce que tu as fait, ce que tu fais par rapport à justement au Tetris. Enfin, Ouais. tu as proposé un des services qui s'appelle Tetris. Et Mm. Tetris, dans l'imaginaire collectif, justement, ça rentre dans des. Enfin, il y a un côté très pragmatique, très solution. Et en fait, Ouais. tu as une prise de conscience inverse qui est vachement intéressante. Et moi, ça me fait. C'est pour ça que je dis que ça résonne en moi, ça me fait un effet miroir, en fait. C'est le côté. En fait, il y a aussi la possibilité d'avoir un temps plus ralenti, quoi. Un temps plus long et un temps plus à la réflexion ou laisser la vie faire, en fait. Et je trouve ça assez plaisant, apaisant même. Alors, carrément. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est très apaisant et hyper clarifiant. Mm. Tu parles de Tetris. En effet, mon job, c'est de d'aider à la structuration, à la mise en place de process, à l'organisation. Donc, spontanément, quand on me dit ces mots-là, les gens sont plutôt dans une idée de quelque chose de carré, de figé. Parfois, on me dit de cadre. Et le cadre, en général, on le voit pas de manière extrêmement positive, hein. Et donc c'est cette idée-là. Et en fait, plus ça va, plus ma prise de conscience, c'est aussi que, c'est-à-dire que pour moi, c'est ma nature d'être comme ça, d'être organisée. Au moment où on enregistre cet épisode, on est au mois de novembre. Mes vacances de l'été 2025 sont déjà organisées. Tu m'énerves avec Euh, ça, hein. ouais. J'ai une copine qui me dit, non, mais moi, je pensais être organisée, mais là, tu me fais une masterclass, en fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon maître, en fait. Donc, en fait, c'est ma nature, pour le coup, là, d'avoir ce besoin quelque part de cadre. Et en fait, c'est le cadre et la structure qui me permettent d'avoir des temps de réflexion sur d'autres choses parce que je sais que je suis appuyée sur du solide en fait, sur des bases qui me permettent de ne pas décider tout de suite, de ne pas agir parfois tout de suite, de me dire je fais confiance au fait que je ne sais pas et peut-être que dans 2 ou 3 mois je saurai et ça m'empêche pas d'avancer. Mais ça m'empêche pas d'avancer parce que derrière j'ai un cadre, une structure de business qui est construit d'une manière où il y a pas de péril en fait si je ne prends pas de décision ou si je ne prends pas d'action là tout de suite maintenant. Et je m'en rends compte après coup, c'est-à-dire que je l'ai construit comme ça presque inconsciemment, mon business.
Et maintenant, là, ça fait peut-être 6 8 mois où je me rends compte qu'en effet, euh, le cadre me permet une latitude folle parce que il est là et qui tient en fait la boutique quelque part. Et quand je parle de cadre, je veux dire, il y a des process en place, il y a des automatisations, il y a des gens avec qui je travaille, avec qui c'est ultra rodé, donc pour moi c'est un confort extrême. Et en fait, c'est ce cadre-là qui me permet, je parle souvent de cadre d'autonomie, parce que je trouve que le cadre tout seul, c'est très péjoratif, mais quand on dit cadre d'autonomie, ça rééquilibre un peu, je trouve, l'idée du cadre. Et pour moi, le cadre d'autonomie, c'est vraiment le socle mais qui va laisser roue libre pour tout le reste. Et ouais, ce cadre finalement te sécurise et c'est marrant parce que tu as été, je pense, quand je cherche dans mes souvenirs, sûrement la première entrepreneuse que j'ai rencontrée qui parlait déjà, c'était pendant la marche narrative d'ailleurs, qui Mm. parlait déjà d'autonomisation, de délégation aussi, tu déléguais déjà pas mal de choses, mais Ouais. surtout d'automatisation, pardon, pas d'autonomisation, d'automatisation, je me rappelle très bien ce moment. Et du coup, ça avait ouvert une perspective chez moi, parce que j'étais encore. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans ou 3 ans? Bah deux, je pense. 2 ans, oh là, ça passe vite. Ouais, Euh, c'est ça. ça passe super vite. Mais ouais, ouais, ok. Mais ouais, j'aime bien ce côté. J'aime beaucoup la divergence, la singularité, mais la divergence aussi. C'est d'ailleurs le titre du podcast, No Rules. Hein, c'est justement, il n'y a pas de règle justement en fait. C'est vraiment, il y a des tendances, des nuances, mais chacun en fonction de son contexte s'appuie sur ses zones de génie, de sécurité, etc. Ouais. Et toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. Euh, avant d'aller sur cette partie-là, un petit retour en arrière, notamment dans ta présentation, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Mm. Tu as dit très rapidement, tu as dit, je suis passé de 70 heures de travail à congé maternité, je crois, enfin, ou à plus rien en tout cas. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu un 70 heures de travail dans ta vie passée. Ouais. Ouais. Il y a Mais eu. comment on fait pour travailler Ouais. 70 heures de travail et être épanoui? C'est possible? Bah, je l'étais pas, c'est pour ça que je suis partie, hein. Euh, En fait, ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que je suis rentrée dans une entreprise à la sortie de mes études, j'ai commencé à gravir les échelons, hein, comme on dit. Et en fait, ça s'est fait très spontanément, c'est-à-dire que chaque nouveau poste nécessitait une responsabilité ou demandait une responsabilité un peu plus importante, du management, une partie internationale, des relations avec des clients qui étaient sur d'autres continents. Donc, je me couchais le soir, j'avais ma boîte mail était vide, tout était clean, et puis je me levais le matin, bah voilà, mon client aux États-Unis, lui, il avait bossé toute sa journée, ma nuit. Et j'en avais ras la tronche et je redémarrais ma journée à bloc, quoi. Et, euh, et en effet, j'ai eu cette prise de conscience déjà de gravir les échelons, mais jusqu'où? C'est-à-dire que j'étais arrivée à un moment où on me proposait des postes, notamment dans d'autres pays, et où je voyais pas tellement le sens de ça, en fait. Où je me disais, bon, c'est encore plus, mais finalement, pourquoi? Et donc, les heures, en effet, ça a été un sujet, parce que ça faisait beaucoup d'heures par semaine que j'avais 2 enfants. Et dans ces beaucoup d'heures, il y avait aussi beaucoup de déplacements à l'étranger. Donc, il y a des semaines entières où j'étais pas là. Et où à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Je le raconte souvent parce que je pense que c'est significatif. J'ai mis 2 ans à me dire, est-ce que je pars ou pas? Parce que quand même, j'ai un Tiguan de fonction. Et qu'un Tiguan de fonction, c'est quand même vachement pratique. Ah, c'est bon ça. J'ai un Tiguan de fond. Ouais. Ça, tu sais, ça pourrait être une super phrase, une accroche de poste. Ouais, Tu ouais, sais, c'est clair. j'ai Ouais, mis c'est 2 ans vrai. avant de partir parce que j'avais un Tiguan de fonction. Ouais. Ouais, mais C'est- maintenant, je trouve ça ridicule, hein. Mais en vrai, c'était ça. C'est-à-dire que les 70 heures, en fait, ça passait parce que j'avais une reconnaissance liée à mon poste, parce que j'avais une reconnaissance de mes patrons qui était de plus en plus élevée dans la hiérarchie. Donc, pour moi, ça pesait, entre guillemets, de plus en plus, de mes clients, de mes collaborateurs, etc. Et en fait, tout ça, à un moment, prenait. Finalement, ça passait, quoi. Jusqu'au jour où je me suis dit qu'en effet, les déplacements, ça devenait très compliqué, que j'avais une équipe où j'étais plus forcément alignée, moi, avec ce qui se passait dans l'entreprise. Et donc, en tant que manager, je portais la voix de l'entreprise, mais dans ma tête, j'y croyais pas moi-même, en fait. Donc, sans équipe, j'arrivais à le gérer, parce que c'était moi avec moi-même. Parler à une équipe ou faire passer des messages auxquels je ne croyais pas, ça faisait partie des valeurs qui, pour moi, n'étaient pas gérables, en fait. Donc, c'est surtout ça, au-delà du nombre d'heures par semaine qui est extrêmement élevé, c'est surtout cette partie-là, plus alignement, valeur,
perte de sens, on parle souvent de ça, hein, mais le sens de qu'est-ce que je vais faire après, en fait? Est-ce que l'étape d'après, c'est juste d'avoir encore un poste encore plus gros, mais je vais être encore moins là, partir à l'étranger, mais pour voir personne, en fait, parce que je serai tout le temps au bureau, est-ce que vraiment ça a du sens, et cetera. Donc c'est plus ça qui a commencé à mettre, en fait, des grains de sable dans la machine. Et donc je me suis dit: «OK, si moi j'arrive pas à prendre le recul, je vais faire un bilan de compétences». Parce que j'aurai quelqu'un qui sera avec moi, qui aura un regard extérieur. Ce sera plus que moi avec, ma tête et cetera ou avec, mes amis, ma famille, mais qui ont forcément des biais, dans ce qu'eux vivent aussi au travers de ma propre expérience pro. Et donc je me suis dit: «Je vais faire un bilan de compétences, sans rien demander à la boîte, je fais ça de mon côté, en soum soum», tu vois? Voilà, mais au moins, j'essaie d'être au clair là-dessus. Et en fait, bah, très vite, l'entrepreneuriat est revenu parce qu'il était déjà arrivé, à la sortie de mes études et je m'étais dit: «Non, mais je suis trop petite, c'est trop tôt, je sais pas faire, blablabla». Donc bref, j'ai pris un CDI. Hem, il est après coup, je me suis rendu compte que cette histoire de couture quand même, c'était un truc, tu vois, à demi parce que j'y allais pas, sur cette boutique Etsy avec une volonté d'avoir un business model qui soit rentable pour moi et de me payer et cetera. Mais malgré tout, c'était quand même une expérience entrepreneuriale. Et donc quand c'est ressorti dans le bilan de compétences, je me suis dit: «OK, là, c'est bon, en fait», tu vois? Typiquement, le truc de ça ressort 3 fois, en fait, c'est soit j'attends encore 20 ans que le truc revienne et je me dirais: «Ben, ouais, bah, ça fait 40 ans que tu te dis, voilà, soit j'y vais à un moment» et voilà. Et donc je me suis dit: «OK, bah, j'y vais». Quand le signal devient un bruit, il faut savoir écouter. Ouais, c'est ça. Et, du coup, parce que est-ce que tu avais, pas tu avais, est-ce que tu avais un besoin de sécurité fort à l'époque? Ouais. Ouais, j'avais un besoin de sécurité fort et j'avais un gros besoin de faire plaisir aussi à mes patrons, à ma famille, Ok. sur, un CDI, un gros poste et cetera. Voilà. Ouais, donc tu avais besoin de sécurité, besoin de reconnaissance qui était là, Ouais. qui était plus ou moins, en tout cas en partie rempli avec ce job-là. Mmh. Et pour les raisons que tu as évoquées, tu as souhaité aller dans l'entrepreneuriat parce que, bah, notamment, perte de sens plus bilan de compétences. Comment tu as fait pour retrouver, à ce moment-là, je parle, hein, d'accord? Mmh. À ce moment, comment tu as sauté le pas alors que tu allais perdre, momentanément en tout cas, ces deux besoins? En fait, je me suis pas posé la question du comment tout de suite. C'est-à-dire que dans le bilan de compétences, c'est apparu tellement fort et je l'ai senti au fond de mes tripes tellement fort, que j'avais besoin d'essayer ce truc entrepreneurial, que finalement le comment devenait anecdotique. Ce qui est assez fou parce qu'en effet, c'était des besoins, importants pour moi. Et donc c'est devenu anecdotique et quand je suis allée voir mes patrons en leur disant: «En fait, je vais quitter la boîte parce que je vais monter, ma boîte. On va faire ça bien, donc je suis pas sur une question de timing et cetera, mais je vous le dis, je vais partir». On m'a dit: «Non, mais est-ce que une augmentation pourrait te faire rester? Est-ce qu'un changement de poste pourrait te faire rester?» et cetera. Changement Et de en fait, voiture? j'étais ah peut-être le changement de voiture, là, j'avoue qu'au-dessus du Tiguan, là, ça m'aurait Ah oui. fait réfléchir peut-être 2 ans de plus. Hem Et en fait, j'étais tellement déterminée et je crois que c'est la première fois dans ma vie pro où j'étais aussi déterminée par un truc, que je ne connaissais pas, hein, parce que enfin, en l'occurrence, j'avais jamais vraiment testé ce truc entrepreneurial. Que ça a été extrêmement facile, enfin, c'était même pas un argumentaire, en fait, c'était: «Non, mais je vais partir». Et en fait, tout ce besoin de reconnaissance, d'un coup, a été un peu, dilapidé dans le truc de: «Non, mais c'est au fond de mes tripes, je sens qu'il faut que j'y aille. Je sens qu'il faut que j'y aille et qu'il faut que j'y aille maintenant». Que finalement, ça, j'ai réussi à le faire passer. Après, bien sûr, le besoin de sécurité, ça a été un vrai sujet. Voilà, on a 2 enfants, on a un appart, enfin, comme plein de gens, tu vois? Donc la sécurité financière, c'était un vrai sujet de me dire: «Comment est-ce que je passe, du salaire le plus important du foyer à potentiellement plus rien, sans mettre tout le monde sur la paille? C'est quoi les impacts, en fait, pour nous?» Donc premier impact, en effet, plus de voiture de fonction, bah, acheter une voiture, typiquement. Et en fait, assez vite, j'ai fait plusieurs, chemins possibles. Dans les chemins possibles, il y avait démissionner, démissionner avec une rupture conventionnelle, démissionner tout court, pour création d'entreprise et avoir le chômage. Et en fait, quand si tu veux, dans le bilan de compétences, le truc, créer ma boîte est arrivé. J'ai été sur Google en disant: «Comment est-ce que je peux, avoir le chômage?» Parce que je me suis dit: «C'est mon filet de sécurité pendant 2 ans». Je bossais avec beaucoup de collègues à l'international qui n'ont pas, ça dans leur pays et je me disais: «Moi, c'est une chance en fait, c'est ça mon filet de sécurité». Donc peu importe, il va falloir que je trouve un moyen de l'avoir d'une manière ou d'une autre.
Et donc vraiment, j'étais devant l'ordi, je disais à mon mec, bon, il y a déménagement du conjoint, non, on peut pas faire ça, non, ok, on peut pas faire. Enfin, mais vraiment, c'était... Donc on a pris toute la liste de comment c'était possible et je tombe sur déménager, enfin pas déménager, pardon, démissionner pour création d'entreprise que je ne connaissais absolument pas. Et là, je me dis, bah voilà, bah c'est ça, c'est bon. Et donc j'ai fait le dossier qui passe en commission. Un petit business plan des familles, hein. J'avais pas fait ça depuis 15 ans en école de commerce, mais je me suis dit, bon, bah écoute, voilà, hein, vas-y, go. Petite analyse de marché, tout ça. Et en fait, je l'ai fait, maintenant je peux le dire 3 ans après, sur un business factice, puisque je savais absolument pas ce que j'allais faire. Enfin, c'est-à-dire que je savais pas exactement ce que j'allais vendre, quelles allaient être mes offres, etc. Sauf que pour obtenir ce truc-là, il faut rassurer sur sa capacité à monter un business. Et donc, j'ai fait tout un business plan, bah, pipeau, quoi, parce que, enfin, sur un truc que d'ailleurs, je n'ai jamais vendu. Et bref, le dossier est passé. Donc, j'avais mon sésame, en fait, pour mon filet de sécurité. Et donc, je me suis dit, OK, ben, j'ai de l'argent perso de côté. J'ai ce filet de sécurité de 2 ans. Donc, je pars avec 2 ans pour explorer, pour jouer. Et si je me vautre, dans 2 ans, au pire, bah, je redeviens salarié, tu vois, voilà quoi. Hmm. Ouais, j'aime bien cette idée que, en fait, quelque part, si je reviens, si je me raccroche à ce que tu as dit sur ce côté, il y a eu, tu t'es pas attardé sur le comment parce que tu as eu cette flamme intérieure qui t'a poussé à y aller. Ouais, Quelque part, le désir a surpassé la peur, quoi. ouais, Et en fait, d'un point de vue cognitif ou mental, euh, c'est très évocateur ce que tu dis parce que souvent les peurs, comme la peur d'échouer, la peur du jugement ou quelles que soient les peurs, euh, elles sont là parce que on ne fait pas cet effort mental d'aller voir ce qu'il peut y avoir derrière si il y a réussite. ouais. Et là, il y a eu un déclencheur, enfin, il y a eu des déclencheurs qui ont fait que tu avais fait cet effort mental et qui t'a donné Mm, cette flamme-là. Et comme quoi le désir peut supplanter la peur, je trouve ça super intéressant. carrément. Et, et donc, tu as joué pendant 2 ans. Ouais. C'est ce que tu dis, et je me rappelle très bien que c'est ce que tu avais dit. D'ailleurs, tu reprends les mots, hein, comme quoi tu es Mm. très en cohérence avec toi-même. Comment tu as joué? Tu as fait quoi? Tu as commencé par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En fait, concrètement, donc tu le disais, et je pense que c'est important, c'est-à-dire que quand je suis partie, tout le monde me disait c'est hyper courageux et tout ça, parce que je pense que plein de gens se disaient moi je lâcherai pas le salaire confortable, etc. Et donc au départ, je me disais bah non, c'est pas courageux, enfin je le sens au fond de moi, enfin c'est pas du courage, c'était presque de la survie en fait. Mais c'était pas, pour moi, c'était pas du courage. Et en fait, j'ai commencé à douter quand même au bout d'un moment. Tu sais, quand t'as beaucoup de gens qui te disent mais t'as pas peur, c'est courageux, et etc. Au bout d'un moment, enfin, moi, j'ai commencé à me dire mais est-ce que vraiment j'ai raison de faire ça? Rapidement ou... En fait, entre le moment où j'ai dit que j'allais quitter la boîte et le moment où j'ai quitté la boîte, il s'est passé 6 mois parce que Ah ouais. je voulais que ça se fasse bien avec mes clients, mon équipe, etc. Je voulais qu'il y ait une transition smooth, qu'ils aient le temps de trouver quelqu'un. Bon, spoiler alerte, plus tu dis longtemps à l'avance, moins ça marche, hein. Je suis partie, j'avais pas de remplaçant. Mais pour moi, c'était important en fait de partir comme ça et de partir bien parce que moi, j'étais plus alignée avec ce que faisait la boîte, mais je voulais pas partir fâchée non plus, tu vois. Enfin, il y avait pas de raison. J'ai vécu plein de trucs super dans cette boîte. J'ai été formée, enfin, j'ai grandi de plein de manières, donc je voulais pas partir fâchée. Et on se retrouve 3 semaines avant la date, avant que je quitte la boîte. Et j'ai des collègues qui me disent, ah, mais du coup, tu vas faire quoi, etc. Et en fait, moi, j'avais l'idée de monter ma boîte, tu vois, mais au-delà de ça, j'avais rien. Mais rien de chez rien. Donc, je me disais, bah, du conseil, de l'accompagnement, mais je sais pas trop, en fait. Et c'était méga flou. Et en fait, 3 semaines avant, je commençais à me dire, mais meuf, dans 3 semaines, t'as ta boîte, mais enfin, tu commences par quoi, en fait? Tu vois, les statuts étaient emmanchés avec le comptable. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient en route, tu vois, mais je me dis concrètement, dans 3 semaines, enfin, t'as Alors, pas de clients. t'as créé une boîte, donc SAS ou SARL, peu importe, Ouais. avant même d'avoir un projet. Ouais. Ouais. Ça, c'est le Je me côté suis bon dit, élève, ça. ouais, c'est ça. Je me suis dit, le premier truc à faire, c'est d'avoir un statut. J'avais pas le site internet, je n'ai pas fait ça, mais le Non, mais statut, oui. et c'est peut-être bien, hein. Mais Non, pardon, non, non, mais je t'ai coupé, c'est mais ça. Non, 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 mais ça oui, m'a oui. Pour moi, interpellé. c'était important. Avoir une boîte, elle existe pour de vrai. Il y a un SIRET. Peut-être je facture rien dessus, mais il y a une boîte qui existe. Donc oui, D'accord. en effet, pour moi, c'était peut-être le truc de la bonne élève, en effet. Donc je crée la boîte et je me dis, bon, bah, on commence à me dire, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Et je me dis, bah, en vrai, je sais pas. Et rétrospectivement, c'était une trop bonne chose parce qu'en fait, ces 15 ans de salariat m'ont donné un réseau de fous entre mes clients, les gens avec qui j'ai bossé, etc. Et le fait de dire, bah, je sais pas exactement ce que je vais faire, il y en a qui avaient bossé avec moi et qui m'ont dit, bah, toi, tu sais pas, mais moi, je sais, parce que je sais sur quoi on a bossé, sur quoi tu es hyper efficace, etc.
Et en vrai, la première année, j'ai eu des missions non-stop grâce à ça. Mais attends, je m'arrête là-dessus parce que Ouais. ça veut dire que les personnes ont su que tu savais pas et ils t'ont dit, moi je sais. C'est Bah, enfin, ce processus-là. en fait, je leur ai dit, je vais me mettre à mon compte. Ils m'ont dit, ok, bah, tu veux faire quoi, du conseil? Je dis, bah ouais, du conseil, de l'accompagnement, de la formation. Je savais pas trop la diff entre tout ça, mais je me suis dit, ouais, bah, un truc dans le genre, tu vois. Et il y en a qui avaient quitté la boîte et qui étaient dans d'autres boutiques et qui, soit j'ai échangé avec eux, soit ont vu un post LinkedIn parce que j'ai commencé à poster Ah, peut-être 2 mois ok, avant ma sortie, ok. disant, bon ben voilà, un nouveau chapitre, blablabla. Donc ils venaient discuter de, ah mais c'est quoi ce nouveau chapitre, etc. On disait, bah je vais me mettre à mon compte, tu vas faire quoi? Bah du conseil, je sais pas trop, machin. Voilà. C'est un peu flou, mais bon. Euh, et en fait, ma boîte, les statuts pour le coup, sont ouverts depuis le 3, enfin, étaient ouverts le 3 janvier. Le 3 janvier, j'avais un client et je démarrais une mission comme ça. C'est hyper important et je le dis pour ceux qui nous écoutent parce que le présupposé en fait à tout ça, c'est que tu as communiqué. Oui, Tu t'es où, enfin, ton entourage, mais pas que, parce que tu as fait sur les réseaux. Le fait que en fait, le fait que tu te sois confronté à la réalité t'a renvoyé des informations. oui. Et souvent, je vois des personnes qui se lancent, que c'est ces personnes que j'accompagne, qui n'osent pas communiquer pour des Mm. peurs, pour je ne sais quoi. Or, toi, ça t'a permis, en partie, pas que, parce que tu as aussi, enfin, bref, t'as des compétences, d'expérience, plein de choses. Mais du coup, ça t'a permis d'avoir du travail, des missions pendant 1 an, tu dis? Ouais, pendant un an. En fait, déjà pendant 4 mois, j'ai eu des missions comme ça. Et j'étais full hein, par rapport à ce que je voulais. Hmm. Donc mon full, c'est plus 70 heures par semaine, hein, c'est plutôt 30-35. Et donc pendant 4 mois, j'étais full comme ça. Donc je me suis dit, ok, très bien. Bon, au bout de 3 mois et demi, j'ai commencé à me dire, ça rentre tout seul, c'est trop facile, ça va pas durer, donc faut que tu crées des offres, etc. Et là, j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que j'allais vendre, à qui, comment communiquer, etc. Mais en vrai, mon réseau, même sur ma deuxième année d'exercice, j'ai encore eu des missions comme ça, juste avec le réseau, juste parce que j'avais dit que je quittais cette boîte-là et que j'ai des gens qui venaient en me disant, je sais pas exactement ce que tu fais, mais moi je sais que j'ai ça comme besoin et qu'on avait fait ça dans la boîte et que tu sais très bien faire ça et que tu peux m'aider là-dessus. Donc, est-ce que tu es OK pour ce genre de mission? Et Ouais. du coup, j'ai eu des trucs, enfin, juste géniaux, mais qui sont arrivés juste parce que j'étais en mode, je quitte, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai de l'espace, du temps et des gens avec qui j'avais bossé savaient sur quelle thématique, tu vois, potentiellement me faire bosser aussi. Et donc, ça s'est fait aussi facilement que ça. Mais du coup, le courage, je trouve qu'il se situe là, c'est que tu es accepté aussi de le faire, parce que c'est pas évident Parce que là, ce que je comprends, c'est que tu as accepté tout ce qui venait, quoi. Et ben non, il y a des trucs où j'ai dit non. Ok. T'as même pu dire non. Ah, mais ça, c'est classe, hein. Ouais, alors en fait, j'en ai reparlé il y a pas longtemps. Il se trouve que quand j'étais dans cette boîte, il y a notamment une personne avec qui j'avais bossé et c'était pas du tout bien passé. C'était pas du tout bien passé. Le gars vraiment à faire des réflexions, tu vois, à se tromper entre deux prénoms, à dire oui, bon bah ça va, vous êtes des femmes. Voilà, c'est le genre de mec. Ah, le gros porc, quoi. Voilà. Et Mais- ça fait peut-être un mois que je suis à mon compte, tu vois, quand donc je démarre ma boîte. Un mois peut-être, il m'appelle, non, il me fait un message sur LinkedIn en me disant je vois que tu es à ton compte, c'est trop bien, tu fais du conseil, etc. C'était écrit conseil nulle part, donc il avait voilà. Mais des fois, c'est bien aussi de pas forcément soit, tu vois, l'écrire. En l'occurrence, moi, si j'avais écrit des trucs qui avaient rien à voir avec ce qu'on m'a proposé, peut-être que j'aurais jamais eu ces missions-là. Donc, il y avait un flou et ça m'a profité. Donc, voilà. Mais bref, il me dit, voilà, je vois que tu fais du conseil. Lui avait quitté la boîte depuis un moment. J'aurais besoin dans ma nouvelle boîte de quelqu'un comme toi sur telle et telle mission, etc. Est-ce qu'on peut se parler? Donc, je lui dis, bah ouais, on peut se parler. Et le soir même, je dis à mon mec, je l'ai eu, il me demande qu'on se parle. Je me rappelle comment ça se passait avant. Je suis pas sûre d'avoir envie d'y aller, mais je laisse, tu vois, sa chance au produit. On tente quand même, on verra ce que ça donne. Mais déjà, premier truc de merde, je Hmm. suis pas sûre. Déjà, pour caler une date, la misère. La misère. Je lui dis, ok, je suis dispo tel jour de 15 h à 16 h. Il me dit, bah très bien, 16 h 30. Bah non, en fait, voilà. Que des trucs comme ça. Donc déjà, je me dis, bon, deuxième alerte. Ça me fait rire, mais moi, j'en rigolerais, je pense, mais pardon. Donc je me dis, bon, ok, très bien. On arrive à caler une date de rendez-vous. Je me connecte. Le gars n'est jamais venu. Eh ben, dis donc, ça fait des indices, là, hein. Donc c'est ça.
Donc je me dis, ok, là ça commence à être beaucoup quand même, ça fait beaucoup de drapeaux rouges en français, en me disant, est-ce que vraiment j'ai envie d'y aller, voilà. Et, euh, et donc le gars ne vient pas et m'envoie un message genre 1 heure et demie après en me disant, bah c'est bon, tu peux m'appeler maintenant. Bah non, en fait, enfin, on avait rendez-vous, tu viens pas, tu t'excuses pas, tu préviens pas. Moi, je suis passée à autre chose, en fait. J'ai d'autres trucs à faire autour. Moi, c'est plus mon heure, c'est mort. Et donc, je lui ai dit, non, non, en fait, moi, je suis pas dispo. J'ai une dispo dans 10 jours, à telle heure, tel jour. Et il m'a jamais répondu. Et en fait, au moment où j'ai dit, moi, j'ai une dispo dans 10 jours, en vrai, j'en avais avant, mais c'était une manière de dire, en fait, ton timing, mon gars, moi, enfin, c'est pas mon problème, c'est toi qui viens vers moi pour me demander quelque chose dont tu as besoin. Je suis pas à ta disposition. Et donc, en fait, t'es pas en train de me rendre un service à me filer une mission. C'est-à-dire que si on démarre comme ça, on n'est pas d'égal à égal. Ça veut dire que la proposition que je vais te faire, tu vas me la challenger parce que le prix, ça va jamais aller. Quand on va bosser ensemble, il va y avoir des problèmes dans tous les sens, etc. Donc, je me suis dit, c'est mort, en fait, je m'embarque pas là-dedans. Et là, je me suis rappelé pourquoi, en effet, je me Ouais, mettais à mon compte. Et je exact. me suis dit, c'est hors de question que, ouais, j'aurais peut-être du chiffre à la fin du mois, mais c'est hors de question que j'y aille dans ces conditions. Enfin, je le dis souvent, mais ça a affûté aussi mon radar à connard. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des leads où je me suis dit, c'est mort en fait. Et où maintenant, j'attends pas autant de, tu vois, de trucs. Ou si je sens que j'ai un doute, et peut-être que ça se serait très bien passé, et dans ce cas-là, tant pis. Mais si j'ai un doute, je veux pas me mettre dans une situation que je vais subir, tu vois. Je veux choisir les gens avec qui je bosse. J'ai ce luxe-là et je fais tout pour avoir ce luxe-là. Donc, je le garde en fait. Il y a vraiment ce côté, parce que quand on démarre, évidemment, on comprend ce qui, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, et voilà, mais on prend ce qui vient, parce on veut de l'argent, on veut de l'expérience, on veut plein Et de ça peut choses. aider sur plein de trucs, hein, sur Euh, l'exploration, pour après affiner En aussi. Donc plus, ouais. c'est pas un modèle unique, hein, Ouais, mais c'est ça. Mais par contre, j'aime bien le côté de se dire, je retrouve pas quelque chose que j'ai quitté, quoi. C'est parce que Ouais, quand on quitte le salariat, c'est pour quitter un peu, parfois, souvent, l'aspect toxicité de la chose, quoi, et retrouver l'autonomie et liberté. Donc effectivement, c'est un peu dommage, un peu con de retomber là-dedans, alors que on le fait pour nous. ouais, Et du coup, donc c'était une phase un peu peut-être qu'on peut appeler ça de freelancing. En tout cas, tu avais des ouais, missions comme ça qui arrivaient. ouais, Et alors après, tu es passé à une phase un peu plus je sais pas solopreneur, on va dire ça comme ça, même si c'est du freelancing, c'est du soloprenariat, hein. ouais. Et donc tu as créé ton offre, c'est ça que je veux dire, tu as créé ton produit, etc. Ouais, c'est ça. Donc, au bout de 3 mois, 3 mois et quelques, je me dis, bon, c'est chouette, ça marche bien, mais je suis un peu flippette quand même de nature. J'ai de la chance, mais ça va pas durer. Et donc, ce serait bien quand même que j'ai une offre, un truc un peu concret. Je commence aussi à avoir un peu de recul, en fait, sur ce que je fais, parce que j'ai ces missions-là, mais j'arrive à grappiller aussi des clients à droite à gauche. Sur d'autres missions, des trucs un peu connexes, mais avec des typologies de clients pas forcément identiques. Donc, soit du très gros compte, soit du très petit. Et je me dis, OK, il faut que je veux créer une offre pour ne pas dépendre que des missions qui rentrent toutes seules, avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe et sur ce que je vais chercher, notamment les clients. Sauf que je ne sais pas créer une offre. Je me dis, je ne sais pas faire ça. Donc, j'ai fait du marketing en école de commerce il y a 15 ans, mais sans trop savoir à quoi ça allait me servir. Donc, c'était des grandes notions de vache à lait, de machin, enfin très théorique, mais en vrai, voilà, je voyais pas trop l'application du truc et surtout, je m'en souvenais pas bien. Et je me suis rendu compte aussi que le marketing avait beaucoup bougé en 15 ans et que j'étais lourdée en fait. Donc je me rends compte à ce moment-là et je sais que je ne sais pas. Et donc je me dis, bon, bah je sais pas, il n'y a pas 50 solutions. En fait, c'est soit je prends quelqu'un qui va faire à ma place, soit j'apprends à faire. Et à ce moment-là, je considère que c'est mon job d'entrepreneur en fait, sur la partie marketing et sur la partie offre d'apprendre à faire et donc de ne pas le déléguer. Tu parlais de délégation tout à l'heure, on pourra y revenir, mais il y a des choses où j'ai fait le choix de déléguer. Là, en l'occurrence, je me suis dit, c'est trop crucial pour mon business, donc je ne veux pas le déléguer, je veux apprendre moi à faire. Et donc, je vais chercher un accompagnement en 6 mois, je crois, pour monter une offre. Donc je passe par tout le cheminement d'aller questionner ma cible, d'essayer de comprendre qui est ma cible, qui est-ce que je veux viser, etc. Quelles sont les problématiques. Dans ce qui remonte, est-ce qu'il y a des choses que je sais traiter, que j'ai envie de traiter. Enfin voilà. Je t'arrête juste là Ouais, parce que c'est hyper intéressant. ouais, Donc ce cheminement-là, d'aller questionner sa cible pour qu'on savoir quels sont les besoins de la cible, et même toi. Donc ça, c'est avec l'accompagnement. Mais à ce moment-là, donc ce moment où tu cherches à créer ton offre, ton accompagnement, ce que tu vas vendre, à ce moment-là, tu avais une idée quand même de ce que tu veux faire ou tu pars de zéro? part de zéro. Ah ouais, je crois. T'as pas, même pas l'idée de dire, bah, je suis bonne en organisation, structuration, conseil, donc il va y avoir un truc autour de ça, quoi.
En fait, je me suis laissé le droit de pas retomber entre guillemets là-dessus. Ok. C'est-à-dire que je me suis dit, pars pas avec une idée de ça va être sur de l'organisation, sur de la structuration, Hmm. sur tel ou tel truc. Fais le truc de manière le plus neutre possible, suis le process de manière la plus neutre possible. Et une fois que tu auras interrogé les gens et qu'ils te diront, bah, mon problème c'est ça, je sais pas régler ça, j'ai besoin de ça, je viendrai moi appliquer par-dessus ben, est-ce qu'il y a des compétences que j'ai qui peuvent régler ça ou pas? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire qui peuvent régler ça ou pas, etc. Donc en fait, j'ai volontairement pris un peu de recul sur je me force pas à aller vers ce que je sais faire entre guillemets. Je recueille d'abord, et on revient à la collecte, hein, je recueille d'abord ce qui se passe sur le marché, ce que les gens me disent, qu'est-ce qui est vraiment problématique pour eux, etc. Et ensuite, je vois comment appliquer Hmm. ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui sont remontées où je me disais, ok, bah c'est pas mon expertise, tu vois, enfin c'est pas grave. Et donc ouais, je suis partie sans a priori. Mais du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. La Ouais. première, c'est comment tu fais, enfin, quelles questions tu poses à des personnes si tu sais, enfin, comment dire? Euh, Demain, je vends une offre de coaching ou une offre de conseil ou une offre de ce que l'on veut. Ouais. Je sais ce que je construis, donc je vais cibler la douleur de, enfin, je vais cibler. Qu'est-ce qui vous manque actuellement par rapport à ça? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Est-ce que ça vous plairait? Mais si tu pars de zéro, du coup, tu poses quel type de questions? Ça, c'est ma première question. Et la Ouais. deuxième, elles sont liées, donc comme ça, je te donne en même temps. Tu les poses à qui, du coup? Puisque ta cible, tu la connais pas. Eh ben, alors en fait, j'ai fait par défaut. C'est-à-dire que moi, je sortais des grands groupes. Mes clients, c'était ce qu'on appelle les accords nationaux, donc des très gros, des clients VIP, etc., du très très gros. Et donc, en effet, ça m'apportait des missions, mais je sentais aussi que j'étais un peu en bout de course et que j'avais besoin d'une période de sas, tu vois, avec cette typologie de clients. Donc, je me suis dit, déjà, je vais pas creuser vers ces gens-là. Oui, c'est de là que je viens. Potentiellement, j'ai été aussi matrixée comme ça. On comprend le monde corporate, etc. C'est peut-être fluide pour moi, mais c'est pas ce que j'ai forcément envie de faire là maintenant. Donc j'ai fait deux typologies de questionnaires. Je me suis dit pas les gros, donc TPE, PME ou vraiment free solo. Et en fait, les premières questions étaient super ouvertes. Donc B2B, que du B2B. Ouais, que du B2B. Ouais, Ok. mais alors enfin, pour moi, il n'y avait pas d'autre option, c'était B2B dès le Ok. départ. Très bien. Ok. Et en fait, et d'ailleurs, le tips de la mort, mais c'est aussi comme ça que j'aborde aujourd'hui quand je fais du marketing conversationnel. C'est-à-dire que la première question, c'est comment ça va tout court, comment ça va dans ton business. Donc c'est extrêmement large, hein. Enfin, je veux dire, toi, c'est très très ouvert. Mais mes questionnaires étaient construits aussi comme ça, c'est-à-dire de manière extrêmement ouverte. Et ensuite, je rebondissais ou pas en fonction de la problématique. Si quelqu'un me disait, j'ai une problématique, je sais pas, d'outils de production. Tu vois, mes outils tombent en panne, machin. Je me dis, pas du tout mon truc. Enfin, c'est pas mon expertise, etc. Ok, bon, on creusait. Est-ce que vous avez d'autres problématiques, etc. Ça Non. m'intéresse pas, ça. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en même temps, enfin, je sais aussi où sont mes expertises. Donc, je me disais, bon, bah, hein, c'est hyper large, tu vois. En soi, le fait de partir large, en fait, permettait, moi, de pas mettre de filtre ou de biais. Et en fait, très vite, il y a des sujets qui sont revenus autour de la délégation, le recrutement et la structuration, c'est-à-dire la mise en place de process, le fait de faire plus avec moins, le fait de choisir les bons outils, etc. Et donc, si tu veux, en fait, j'ai pas gardé un questionnaire avec 600 personnes, c'est-à-dire que mon premier questionnaire était extrêmement large, et plus j'avançais, plus en effet, j'ai commencé à rentrer dans des logiques de c'est quoi votre douleur par rapport à, c'est quoi votre obstacle par rapport à, parce que je me rendais compte que ça allait vers cette logique structuration, organisation, process, et que, ah, ça tombe bien, c'est mon expertise, tu vois. Mais du coup, donc en fait, tu avais une cible, plus ou moins. Enfin, tu avais une cible. Tu avais ciblé le B2B en tout cas, avec TPE, Ouais. PME et solopreneur. Ouais, mais c'était Donc, quand même et méga c'est. large, mais oui. Ouais. Non, ouais, non, mais parce que du coup, c'est intéressant, parce que c'est vrai que. euh, Enfin, moi, je trouve que la démarche, elle est intéressante. Et si on va. Donc, tu avais une cible, et si on va plus loin, la manière dont tu les sollicitais, c'était pas je te balance un. Je comprends bien, hein, mais Ouais. peut-être tu me dis si c'est bien ça. Je te balance un questionnaire de 10 questions, tu réponds et je collecte. C'est je démarre, je commence une conversation et ceux qui répondent, j'ai plus loin en fonction de marketing conversationnel, comme tu disais. C'était quoi que tu faisais du coup? Ouais, en fait, j'ai essayé de balancer un questionnaire, j'ai chopé une liste, je sais plus où, j'ai dû envoyer à 600 personnes, j'ai eu un retour. Je me suis dit, ok, très bien, Ça, c'est très, très important. Enfin, très bonne évocateur, approche. quoi. Oui, c'est ça. Donc je me suis dit, là, ça va être compliqué parce que si je veux avoir du volume sur les retours et pas me fixer sur ce que me disent deux personnes, une personne hein, qui est sur 600 qui a répondu et qui n'était absolument pas dans la cible, enfin, en tout cas, qui n'avait pas de problématique que je pouvais régler. Donc je me suis dit, à cette allure, enfin, ça va être compliqué, en fait, d'avoir Ouais. des retours.
Euh, donc j'ai arrêté ça. Très vite, j'ai commencé des DM. À ce moment-là, j'avais déjà des posts sur LinkedIn, donc j'étais déjà un peu active à cet endroit-là. Ok, Et d'ailleurs qu'à cet endroit-là, parce que j'ai choisi au départ de n'être que sur un seul canal ok, pour éviter de m'éparpiller, d'en avoir de partout, etc. Et puis apprendre aussi, apprendre à et comprendre comment le canal fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait, fonctionnait pas, etc. Et en fait, j'avais pas d'espace dans ma tête pour faire ça sur plusieurs canaux en même temps. Donc j'ai choisi de le faire que là. Et en fait, très vite, quand je vois que les retours et questionnaires balancés comme ça, de on se connaît de nulle part, mais bien sûr tu vas me répondre, guess what, non. Je me dis, ben, je vais essayer des messages en fait en direct et on va voir ce que ça donne. Et donc j'avais fait un message genre, salut, j'ai rien à te vendre, d'office. Juste, je suis en train de construire une offre. Du coup, est-ce que il serait possible d'échanger? Et en fait, je demandais 30 minutes d'échange directement. ok. Et en fait, j'ai été extrêmement surprise d'avoir plein de retours positifs à cette requête. Je sais plus les taux, il faudrait que je regarde, tu vois, dans mes fichiers, mais enfin, en vrai, je pense que c'était vraiment pas dégueu du tout. Hmm. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit, bah ok, moi aussi j'ai fait ça au démarrage, c'est vrai que c'est ultra utile. Maintenant, je me rends compte que moi, je le fais aussi maintenant, après 3 ans, où je le fais plus avec mes clients, mais quand on me pose la question, quasi systématiquement, je dis oui. Parce que je trouve que la démarche est déjà pas si évidente Ouais, et que d'accord. en plus, en effet, quand on en a bénéficié soi-même, on est content de pouvoir dire oui D'accord. aussi à d'autres et on sait l'impact que ça peut avoir, quoi. Bref, donc en fait, je contactais les gens comme ça, en mode soit t'as commenté mon post, on se connaît pas trop, au fait, c'est quoi ton business, blabla. Ah bah tiens, moi je suis en train de construire une offre, j'ai rien à te vendre, voilà. Soit des gens où je me disais potentiellement ça peut être ma cible, mais je les connais pas, donc j'y vais en mode Hmm. direct, je les ajoute et je leur envoie un message direct. Ouais, ok. Donc vraiment, ouais, j'aime bien aller rentrer dans le détail de ce qui a été fait parce que bah, c'est toujours intéressant de décomposer les processus. Et puis il Ouais. y a plein de personnes qui sont bloquées juste à ça, enfin, ce que tu es en train de dire. Mm. Donc tu combinais prospection froide et prospection tiède entre guillemets. Ouais. Ok. Et du coup, au sortir de toute cette enquête, on va appeler ça une enquête, peu importe, cette démarche, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc en fait, je faisais des points avec de 30 minutes, j'ai dû en faire entre 15 et 20, je crois. Ok. Et donc, moi, j'envoyais pas de questionnaire à la personne qui était. On faisait des visios de 30 minutes. Par contre, moi, j'avais un fichier, enfin, un forms, en fait, que je remplissais au fur et à mesure. Donc, j'avais les questions et je remplissais mon forms au fur et à mesure, ce qui fait qu'en sortie de tous ces entretiens, j'ai eu un fichier Excel à plat. Et en gros, j'avais une colonne obstacle, une colonne douleur, une colonne qu'est-ce que j'ai déjà essayé qui n'a pas marché, etc. Et donc, de manière très mathématique et factuelle, j'ai pris chacune des colonnes et je me suis dit, OK, colonne obstacle, c'est quoi le mot qui ressort le plus souvent? Obstacle, je sais pas, procrastination, il ressort dans 78% des conversations, j'ai le mot procrastination. OK, procrastination, on garde. Et en fait, j'ai analysé comme ça, colonne par colonne, donc en gros, thématique par thématique, ou sujet par sujet, question par question, pour pouvoir avoir les mots qui ressortaient le plus. Parce qu'en fait, mon idée derrière, c'était bien sûr de construire une offre, mais c'était de pouvoir la vendre parce que en soi, enfin l'offre, si elle existe toute seule, mais qu'elle n'est pas entendue, comprise, etc., ça n'allait pas m'apporter grand-chose. Euh, donc mon idée, c'était de faire ressortir en fait les mots qui ressortaient le plus, les douleurs qui ressortaient le plus, et à partir de ça, de faire une première offre, une première bêta test Ouais. en me disant bah, à quoi ça ressemble. Donc très vite, ça ressemble à de l'accompagnement. C'est-à-dire que les gens ont besoin, savent qu'ils ont à faire, mais n'ont pas forcément envie ou n'arrivent pas à faire seuls. Donc il y a ce côté de faire avec eux. On parlait de do it yourself tout à l'heure. Eux, là, c'est plutôt done with you. Dans une logique market pure et dure de bah, on va faire ensemble parce que tout seul, c'est trop compliqué pour moi de passer à l'action. Donc assez vite, ça ressort. Assez vite, notamment sur les solopreneurs, ressort l'idée de j'aurais besoin de process, je suis en croissance, mais en fait, je suis en train de me faire dépasser par, ça devient une bête énorme, et en fait, je suis en train de me faire dépasser par ce que j'ai créé quelque part. Euh, donc, en fait, c'est plein de critères quelque part où je me dis, OK, c'est ça qui ressort. Je sais faire et j'ai fait, j'ai répondu à des besoins comme ça pour des plus grosses boîtes, mais je vois assez rapidement en fait les parallèles que je peux faire entre ce que j'ai vécu sur des très gros avec des petits et comment je pourrais aider les petits à vraiment optimiser, à vraiment faire beaucoup mieux avec beaucoup moins.
Mm. et notamment beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de friction dans ce qu'ils ont à faire, etc. Donc petit à petit, ça commence à se dessiner. Et il se trouve que dans l'accompagnement que j'ai pris de 6 mois pour construire mon offre, on est par petits groupes. Donc on fait des points toutes les semaines ou tous les 15 jours, je sais plus trop. Et des points d'avancée de voilà, moi où j'en suis, etc. Donc je commence à dire, bah voilà, moi j'en suis, il y a ça qui ressort, machin. Et là, on est un groupe de 5, je crois. Il y en a 2 qui me disent, moi je suis dans ta cible. Si tu as besoin de quelqu'un pour tester, enfin, vas-y, go, on y va, tu vois. Pas mal. Ouais, bah royal. Donc en fait, j'ai fini, ça c'était peut-être à 2 ou 3 mois de l'accompagnement de 6 mois, tu vois. Et en fait, j'ai fait toute la partie de fin en testant l'argumentaire, en testant le call de découverte, en vendant du coup la solution, sachant que je ne l'avais absolument pas construite. Je le dis parce que il y a beaucoup de questionnements sur est-ce que je dois avoir construit avant de vendre ou pas. Euh, et je le dis aussi parce que je suis flippée et que j'ai quand même vendu quelque chose que je n'avais pas déjà construit, pourtant. Ah, la bonne élève. Le retour. Et donc en fait, enfin, ça s'est fait assez naturellement et spontanément. Et en vrai, ça m'a donné vachement confiance parce que c'était des gens qui voyaient ce que j'étais en train de construire, qui validaient quelque part ce que j'étais en train de construire aussi, puisque ça répondait à un besoin, à leurs besoins, et que du coup, ça validait aussi ma phase en tout cas, mon amorce de bêta test. Et donc, bah, j'ai commencé avec elle. En fait, ça a été mes premières clientes. Et c'était en quelle année ça? Bah, la première année, donc 2022. Ouais, donc il y avait pas encore ChatGPT pour faire le tri sur ce que tu avais collecté. Mais j'aime bien la démarche. Et ouais, c'est le fameux MVP, comme on dit. Ou en tout cas, ne pas attendre d'avoir l'offre, le produit parfait pour aller vendre. Déjà, aller voir si ça se vend et puis on construira par Ouais, itération par la suite. c'est ça. C'est vrai qu'on a tendance à, quand on veut lancer un projet, on attend. Bah, mais je pense que c'est parce que c'est une phase qui est plaisante aussi. Tu sais, alors, Ouais. un, ça nous préserve de se confronter à la réalité, de nos peurs et tout. On est tranquille avec notre tête, notre tableau Excel et nos écrans, donc c'est C'est cool. ça. Mais Mm. il y a aussi un côté plaisant d'imaginer ce que je pourrais mettre dans mon note, faire ça. Et du coup, Mm. et en fait, il faut vite se dire, attends, calme-toi, va déjà voir si ça intéresse des gens, et après va le construire parce qu'en fait, tu peux te passer 6 mois à faire un truc et personne ne va te l'acheter. Ouais. Du coup, c'était il y a 3 ans. Je vais faire un bond en avant, et notamment parce que le temps passe très très vite, Géraldine. C'est qu'on s'éclate, on s'éclate. Mais je vais faire un bond en 18 heures plus avant. tard. Oui. Ouais, non, mais regardez l'heure, je dis mais déjà, c'est pas possible. Non pas pour squeezer la phase, mais plutôt pour que tu nous résumes du coup ces 3 ans d'entrepreneuriat qui t'ont emmené donc, on l'a compris, plus donc évidemment du service et beaucoup plus sur de l'optimisation, structuration, etc. Ouais. Notamment soloprenariat. Enfin, tu aidais les solopreneurs. Mm. Aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, j'ai toujours des solopreneurs. J'ai un peu lâché cette partie accompagnement Tetris que j'avais mis en place donc, au moment où j'ai créé cette offre. Euh, Parce que je l'avais créée aussi dans une sorte d'écosystème d'offres et que je suis aussi passée dans une logique où je préfère avoir moins de clients mais d'être sur des temps plus longs d'accompagnement, de rentrer vraiment dans leur business et de participer en fait à la croissance de leur business. Donc j'ai 2 typologies de clients aujourd'hui, soit des très grosses entreprises, de nouveau, qui sont plutôt dans une logique de croissance, qui ont des problématiques de recrutement, de management, de structuration, de gestion de projet de manière plus globale. Et à l'autre bout du spectre, je bosse avec des solopreneurs ou des entités plus petites, mais qui ont besoin en fait d'être challengé, d'avoir un miroir et de pouvoir avancer et avoir des actions claires. Et c'est aussi une partie de la structuration en fait, de se dire finalement quelle est la direction ou le chemin possible à tout ça et comment est-ce qu'on va mettre en place les choses les unes après les autres. Tu le disais tout à l'heure en disant on est souvent dans sa tête tout seul. C'est un peu la problématique du solopreneur, hein. Et je l'ai très bien vécu en 3 ans aussi. Donc je vois tout à fait à quoi ça peut ressembler. C'est des fois de se forcer à prendre des décisions alors qu'elles ne sont pas forcément très éclairées au sens partagé avec des gens qui comprendraient et qu'on a tendance à décider sur des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc aujourd'hui, j'accompagne encore une fois soit des très gros sur de la gestion de projet ou sur des volumétries d'équipes qui sont autour de 100-150 personnes. Et ce qui n'est pas exactement ce que je faisais avant non plus, donc il y a quand même une évolution.
soit des solopreneurs qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui va les aider sur la structuration du business, mais encore une fois à plus long terme, et un mix entre structuration et passage à l'action. Ouais, donc il y a ce côté un petit peu sur la partie soloprenariat, il y a ce Ouais. côté tu passes un petit peu, t'es passé un petit peu et c'est vrai que je me rappelle de toi, j'ai ce souvenir enfin j'ai ce souvenir-là d'écosystème d'offres Ouais. avec beaucoup de justement de l'automatisation, tu as les délégués, enfin tout cet écosystème-là Ouais. a un accompagnement unique, simple et peut-être plus clair aussi pour toi et pour tes clients. Ouais, et surtout sur mesure. C'est-à-dire que, en effet, au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que j'avais besoin, moi, d'être sur des temps longs. L'accompagnement, c'était 10 semaines. Alors, ça peut paraître long, mais en tout cas, pour moi, c'était pas forcément assez long. Et ce qui me drive aussi intellectuellement, au-delà du fait de construire un lien de confiance sur la durée, il y a aussi un peu de complexité, en fait, et de challenge. Et donc aujourd'hui, en effet, c'est la manière dont je vais choisir les gens avec qui je bosse, notamment sur la partie solopreneur. C'est par rapport à où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, quels sont les challenges, qu'est-ce qu'ils veulent créer potentiellement, qu'est-ce qu'ils sont en train de créer pour demain, après-demain. Et avec ce goût de mixer plusieurs techniques, plusieurs expériences, et que ce soit peut-être moins linéaire que choisir un outil ou centraliser mes process, etc. Le côté exploration quelque part qui Ouais, revient. ouais. Euh, ouais, je confirme, puisque d'ailleurs avec James Edin, on t'a sollicité. Ceux qui connaissent pas James Edin, vous n'écoutez plus ce podcast, hein. Vous devez connaître James Edin, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas Non, d'accord. mais oui, oui, mais du coup, quand je dis je confirme, c'est effectivement c'est pourquoi on t'a sollicité avec mon autre activité que les gens connaissent ou pas, peu importe. Comment tu résumes ces 3 ans ou 4 ans d'entrepreneuriat? Pour moi, c'est un peu comme les années chiens, en fait. Ça compte plus que le vrai temps. Le vrai Les temps. années chiens. C'est combien déjà des chiens? C'est 7 ans? Non, c'est les C'est chats, ça. 7, je crois. Ouais, c'est ça. Non, je crois que c'est 7. Ok. Donc ouais, non, ça fait 21 ans quand même. C'est pas mal pour les chiens. Euh, Je sais pas si je peux les résumer. Je sais que pour le coup, c'est beaucoup d'exploration. Ça a été beaucoup d'exploration. Et en fait, ça a été beaucoup de plantage aussi. Ça a été beaucoup de pistes débutées qui n'ont pas abouti. Mais c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus claire sur ce que je veux faire. Et surtout, je suis, moi, en pression de ce que je vais faire. C'est-à-dire que je sais que ce que je fais aujourd'hui, ça correspond à mes envies, mes besoins aujourd'hui. Je me suis suffisamment posé la question de avec qui je voulais travailler, comment je voulais travailler, etc., pour être au clair de ce que je produis aujourd'hui, ce que je fais avec mes clients, c'est exactement ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et j'insiste sur le aujourd'hui parce que je me rends compte aussi que peut-être dans 3 à 4 ans, je serai plus entrepreneur parce que j'aurai évolué d'ici là, parce que c'est un modèle qui me conviendra plus, parce que j'aurai pas d'exploration, parce que pour plein de raisons. Et en soi, c'est OK. Et je le sentirai pas forcément comme un échec. Peut-être ce que je tire de ces 3 années, c'est justement cette idée de cheminement, d'avoir appris bien plus en 3 ans sur moi d'entrepreneur qu'en 15 en entreprise. Et où je me dis, bon, ben voilà, il y a dans tout ça, dans tout ce tissu, dans tous ces critères, il y a des choses que je maîtrise, entre guillemets, c'est-à-dire mes envies, mes besoins, qu'est-ce que je veux faire, avec qui, comment, ça c'est à ma portée, c'est dans mon contrôle, entre guillemets. Mais il y a surtout beaucoup de choses que je ne contrôle pas, dont le fait que moi-même je vais évoluer en tant qu'humaine, tu vois, et ben, on verra au fur et à mesure. Mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus confiante sur ma capacité d'adaptation après 3 ans parce que j'ai planté plein de trucs, parce que j'ai essayé plein de trucs que j'ai réajustés. Il y a des offres que j'ai faites où je me suis dit, ah, c'est génial, je suis trop contente, et que j'ai abandonné. Pour plein de raisons. Il y a des leads magnets que j'ai fait pareil. Enfin bref, il y a plein de choses que j'ai faites, mais je les ai faites. Elles ont au moins le mérite d'avoir été existantes, d'avoir été explorées. Et même quand je les ai arrêtées, ça m'a appris des trucs pour les choses d'après. Donc ça m'a de toute façon permis de construire. Et quand je parlais tout à l'heure de socle, pour moi c'est ça en fait. C'est-à-dire que j'étais partie en me disant j'ai 2 ans pour jouer et on verra ce que ça donne. Là, je suis plus à me dire je kiffe. Mon business a une place dans ma vie qui est importante, mais c'est pas toute ma vie. Et je faisais ce parallèle il y a pas longtemps avec un coach en disant c'est comme quand j'ai eu mes enfants, tu sais, les premières semaines, les premiers mois, j'étais ultra.
enfin mon corps, mon âme, tout était dévoué à mes enfants. C'est-à-dire que j'étais en circuit fermé avec mes enfants, il n'y avait rien d'autre autour. Ils dormaient, je dormais, enfin voilà. Et au bout d'un moment, il y a une sorte de détachement naturel. Alors, ça reste une très grosse part de ma vie, hein, mais on était moins fusionnel en fait. Et là, au bout de 3 ans, j'ai l'impression de sortir de cette fusion avec ma boîte et de plus de voir ce qu'elle peut m'apporter et ce que ça me permet de faire autour que d'être absolument dans une volonté de développement ou d'accélération, etc., qui ne correspond pas à mes besoins pour le coup. Je trouve que tu as une approche qui est très organique, qui s'oppose à quelque chose de mécanique et qui s'oppose avec ce que tu nous as dit pourtant au début, qui était ce côté. Alors je dis pas que tu es en contradiction, hein, au Ouais, contraire, hein, j'ai mais besoin de qui plein de était. contradictions. On a tous, hein. C'est pas un problème. Ouais, c'est même peut-être bien. Euh, Ouais. non, mais ce côté qui était très cadré, justement, alors Ouais. que là, tu nous parles beaucoup de. Moi, il y a une notion que j'aime beaucoup d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Frédéric Laloux, peu importe, qui parle de raison d'être évolutive. Et Mm. c'est un peu ce que tu dis. C'est pas j'ai une mission, une raison d'être, et puis je la poursuis coûte que coûte. C'est la vie, elle est telle qu'en fait, une raison d'être, une mission, une envie, tu parles d'envie, Mm. en fait, ça évolue, quoi, en fonction d'un Ouais. contexte, de plein de choses. Et toi, tu te laisses cette latitude et en fait, tu te fous la paix, quoi, quelque part. Alors carrément. Et voir moi avoir une raison d'être fixe et après laquelle je courrais de la même manière qu'avoir une vision fixe, ça me fait paniquer en fait. Mhm. Donc parce que j'ai l'impression de perdre en latitude, j'ai l'impression de perdre en liberté d'exploration et que du coup c'est très compliqué pour moi de ça. Donc oui, je me fous la paix. Parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui vont forcément impacter mes décisions, ce que je vais avoir envie de faire, dans ce que je vais faire dans les mois, dans les années à venir. Et donc, je ne peux pas décider maintenant de quelle couleur ou quelle orientation ça va prendre si je ne sais pas ce que je vais faire entre les deux, en fait. Ouais, C'est assez, voilà. c'est juste. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu comme si c'était un bateau, tu vois, et que je me disais, OK, bon, bah, mon point d'arrivée, c'est tout droit à 200 miles. Voilà. Et qu'entre-temps, j'allais à droite et je me disais, ah tiens, il y a une île sympa là. Bon, bah, je vais m'arrêter un peu parce qu'elle a l'air super cool. Il y a des super couleurs. Et puis, je repars. Et puis, je sais pas, de l'autre côté, je me dis, ah tiens, là, il y a des gens qui ont l'air hyper cool, etc. Bon, bah oui, j'avais mon cap, tu vois, qui était fixé. Mais entre-temps, je suis passée par d'autres trucs très cool. Et finalement, peut-être que mon cap est plus si important et que j'ai juste envie de rester sur une île parce que c'est là qu'est le kiff et que je suis bien à ce moment-là. Mhm. Et donc, c'est exactement ça, en fait. Euh, j'ai l'impression que ces 3 ans m'ont aussi rebooté de ce point de vue-là. C'est-à-dire que j'étais très un objectif et quand on a atteint l'objectif, on remet un autre objectif et si possible 2 fois l'objectif précédent parce que sinon on progresse pas, c'est pas de la performance machin. Euh, Là, je suis plus dans un truc de oui, bien sûr, je prends des décisions. J'ai un business, il y a des décisions à prendre pour plein de raisons. Mais il y a aussi un flow, tu vois, à accepter ou à vivre. Et je prends aussi ce temps-là parce que je sais que c'est aussi ça qui va nourrir les choses qui vont arriver après, même si c'est pas ultra clair. Ouais. Je trouve que c'est admiratif. Moi, ce que j'entends et ce que je ressens en t'écoutant et en te connaissant un petit peu, c'est que j'ai vraiment cette impression que tu as eu, comme nous tous, hein, une forme de conditionnement social, familial qui t'a imposé ce besoin de sécurité. Et Ouais. ce que tu as vécu pendant ces 3 ans, entre autres, il y a eu plein de choses, j'imagine, t'a Mm. permis de t'émanciper pour aller nourrir non plus ce besoin de sécurité, mais tes valeurs de liberté et d'exploration. Ouais. Et du coup, c'est d'autant plus puissant. Mais je te dis, je suis admiratif parce que, en toute sincérité et vulnérabilité, je crois que j'ai pas encore fait ce chemin-là. Je crois que je suis encore dans le chemin de la quête de sécurité, sûrement, Ouais. et peut-être d'autres choses. D'égocentrisme aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'ego dans la vie déjà, Mm. dans l'entreprise, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Et je pense Ouais. que les réseaux sociaux, LinkedIn, Ouais. pas que, les réseaux sociaux, Mm. nourrissent. En fait, Clairement. j'ai l'impression qu'on a remplacé cet égocentrisme qu'on avait en entreprise, on l'a mis dans les réseaux sociaux. Je parle des entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux, Ouais. dont on fait partie. Et du coup, ça fait du bien d'entendre aussi ce discours. Et c'est pour ça que je dis que je suis admiratif, parce que je n'y suis pas à ce moment-là. Donc, bravo et merci de le partager. Je pense que c'est important d'entendre aussi ce type de discours, un peu, voilà, prendre faire confiance, se nourrir de ce qui nous nourrit réellement, et puis avancer et s'autoriser à se planter aussi, comme tu l'as dit. Ouais.
Ouais, ouais, enfin, c'est ça. Après, je sais pas. Enfin, encore une fois, c'est mon parcours et c'est mes apprentissages jusque-là, hein. Ça fait pas parole d'évangile de quoi que ce soit. C'est juste la manière dont moi j'ai vécu le truc. Et en effet, ça m'apporte un niveau de sérénité là aujourd'hui de fonctionner comme ça que j'ai pas eu pendant les 3 ans. Donc, c'est ce qui me fait dire que potentiellement c'est ce qui fonctionne bien pour moi. Il se trouve que ce niveau de sécurité et de sérénité m'apporte aussi des clients. Donc, bon, bah voilà, hein, c'est un alignement plutôt sympathique. Et je considère aussi que potentiellement c'est fragile. Tu vois que c'est pas parce que là ça fonctionne que ça fonctionnera non plus tout le temps comme ça, etc. Mais t'as raison, moi j'ai coupé les réseaux sociaux. Là, je suis dans une phase où j'ai passé 3 ans à faire 4 posts par semaine sur LinkedIn et à ne jamais m'arrêter, même pendant les vacances. Parce que voilà, la bonne élève, de il faut poster, etc. Et que dans ma tête, j'avais une croyance de si j'arrête, je disparais. Euh, Maintenant, il y a plus que 2 posts par semaine, mais uniquement sur le podcast et rien d'autre. Parce que j'ai eu besoin de me couper des réseaux sociaux, notamment pour ce que tu dis, en fait. Et aussi parce que le fait d'être de nouveau au contact de grosses entreprises, ça m'a sorti un peu de la consanguinité entrepreneuriale, C'est où juste. je trouve que parfois, on est quand même un peu dans un monde de on se comprend, on sait tout ce que c'est un tunnel de vente, blablabla, mais on va toujours être en fait sur les mêmes, tu vois, les mêmes thématiques, les mêmes ressorts, etc. Et en fait, moi, ça m'a fait du bien d'en sortir. J'ai toujours plaisir à échanger avec des entrepreneurs, mais la vie entrepreneuriale, c'est pas la vie de tout le monde, tout le temps. Il n'y a pas Mm. que ça qui existe, en fait. Et c'est pour ça que je sais que c'est fort, le truc de consanguinité, mais pour moi, c'est un de mes apprentissages aussi de l'année, tu vois, de sortir et d'aller voir aussi d'autres gens qui n'ont rien à voir avec ça. Et c'est aussi pour ça que je le fais de plus en plus sur le podcast, parce que ça fait du bien, en fait, de pas être toujours sur les mêmes ressorts. Complètement. Et je trouve que ça m'a aidé aussi, tu vois, à prendre du recul sur le business, sur la pression que je me mettais, sur les attendus, sur plein de trucs. Et de me dire, oui, bon, bah, c'est un business, quoi, tu vois. Oui, oui, bien sûr que je suis pas dans le monde de bisounours, bien sûr que je dois gagner ma vie avec, et qu'il y a aussi une logique de faire de l'argent, mais bon, ça reste un business, quoi. C'est une partie de ma vie. Ouais. Ouais, moi, c'est un peu. J'ai toujours eu cette tension interne, c'est ce que tu évoquais un petit peu. Alors, t'as pas parlé de tension, toi, mais ce côté consanguinité que je vois beaucoup, moi, sur les réseaux. Mm. Euh, et encore une fois, je vais prendre LinkedIn, mais parce que c'est celui sur lequel je suis le plus présent. Où j'ai effectivement toujours les mêmes notions, les mêmes mots, les mêmes personnes, de fait, hein, l'algorithme aussi Oui, fait que. ouais, Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déconnexion et j'aime beaucoup m'ancrer au réel. mm, Et c'est pour ça que, notamment avec James Edin, ça me permet de l'avoir, mais pas que. Et j'aime beaucoup aller en parler avec des gens qui sont ancrés dans le réel. C'est un peu ce que tu es en train de dire quelque part. C'est pas tant l'entrepreneuriat qui est dans la consanguinité, c'est l'entrepreneuriat digital, entre ouais, guillemets, ouais, ouais, c'est vrai. avec tout ce que ça comporte, Mm, qui est dans cette bulle algorithmique, mm, cognitive et réseaux sociaux, qui en fait nous font oublier qu'il y a une réalité toute bête, avec des vrais gens dehors, avec ouais, d'autres fonctionnements, d'autres systèmes d'acquisition, enfin, d'autres c'est choses ça. et qui font aussi du bien. Je pense que le mix des deux est intéressant, Ouais, tout à fait. mais c'est hyper intéressant. Et on pourrait continuer des heures, mais on va pas le faire parce on a un délai imparti. Juste une question. Si tu... Si... Enfin, je rigole tout seul dans ma tête, mais si tu devais remonter le temps... Non, je Ouais. rigole parce que c'est si tu devais remonter le temps et parler à toi d'avant, c'est le truc qu'on entend toujours dans les podcasts, alors c'est pour ça que je me fais rire. Non, mais par contre, si tu devais remonter le temps pour aller parler à la Géraldine qui se lançait dans Ouais. l'entrepreneuriat, etc., si tu devais lui donner un seul conseil, avec toute ton expérience, du coup, ce serait quoi? Euh, Passe à l'action, vôtre, toi, c'est pas si grave en fait. Ça me va bien, ça. C'est qu'un business, enfin voilà, c'est que ça. Mm. Ça me va très très bien de passer à l'action et de se planter. Je pense que c'est effectivement, alors, en tout cas, c'est quelque chose qui permet d'avancer mais d'avancer à son rythme. Ouais. Euh, ok, trop bien. Bon, j'aurais plein de questions, mais c'est bien aussi de savoir s'arrêter sur ces belles choses. Juste, si tu avais un seul conseil lecture à nous donner, ce serait quoi? On parlait il n'y a pas forcément de fin, etc. Moi, j'aime beaucoup The Infinite Game Ok. de Simon Sinek, hein.
parce que je l'avais lu quand j'étais salariée. Et cette logique de tous les objectifs, notamment de performance, de plus de chiffre d'affaires, etc., en fait, potentiellement, c'est sans fin. Et je m'en suis rappelée après coup, après peut-être 1 an et demi, 2 ans d'entrepreneuriat, et en me disant, mais finalement, j'ai l'impression de mettre des choses en place et me dire, une fois que j'aurai ce chiffre d'affaires, ça ira mieux parce que j'aurai ça. Une fois que j'aurai mis ça en place, ça ira mieux parce que machin. Et ça m'est arrivé plein de fois d'arriver à un niveau de chiffre d'affaires ou à quelque chose et de me dire, bon, bah oui, et donc. Et ben donc, c'est infini. Donc, il y a des choses dedans qu'on maîtrise, d'autres pas. Ouais. Moi, le job, c'est de ne pas perdre trop d'énergie en cours de route et d'être là et de kiffer le plus longtemps possible tant que c'est un modèle qui me convient, quoi. Donc, vraiment, ce bouquin, pour moi, est ultra. Il avait été très révélateur quand j'étais salariée, mais je l'ai relu en étant à mon compte et je me suis dit, ah punaise, mais ouais, mais carrément, quoi. Mm. Bah, super conseil, ouais, le jeu fini versus le jeu infini. Euh, super conseil. C'était un plaisir, Géraldine. Je te l'avais déjà dit. Bah, je crois que je te l'avais dit quand j'étais passé dans ton podcast, d'ailleurs. Parce que Ouais. d'ailleurs, on a même, tu vois, on n'a même pas été parlé de ton podcast. Incroyable, quoi. Bah, je te réinviterai, tiens. Voilà. Ah, Je te d'accord. réinviterai pour parler podcast. C'est ça. Bah oui, on a carrément zappé le podcast, mais c'est parce Ouais, que c'est comme ça, c'est ainsi. tout à Mais fait. merci, du coup, oui, je te répète ce que je t'avais dit. Tu fais partie des superbes rencontres entrepreneuriales parce que c'est aussi ça que ça permet. Mm. Et c'est toujours un plaisir de te suivre, d'échanger, et on va continuer puisque l'aventure entrepreneuriale, bah, quelque part, on a une forme de lien, notamment avec James Edin, mais pas que, pas que. Ouais. Donc c'était vraiment un régal, une conversation sincère, simple, et on n'a pas vu le temps passer. Mm. Donc je juste te remercier pour ce que tu es, voilà, tout simplement. C'est déjà beaucoup. Le mot de la fin pour toi. Merci beaucoup. Je voulais dire que tu m'inspires beaucoup aussi, notamment dans les passages à l'action. Je te l'ai déjà dit, mais notamment pour le podcast, j'ai été chercher des invités en mode de toute façon, je saurai que si j'y vais, donc j'y vais et je réfléchis pas. Donc merci aussi pour ton inspiration que tu apportes dans mon aventure entrepreneuriale, mais pas que. Le mot de la fin, écoute, c'est très cool d'être invité sur un podcast. Et j'aime beaucoup l'idée de pas de règles. Plus ça va, plus je me dis que j'ai essayé d'appliquer les règles des autres et qu'elles ne me convenaient pas. Et donc, l'idée de pas de règles et de finalement chercher ses propres règles me plaît beaucoup. Donc, j'étais ravie d'intervenir dans ton podcast. Merci. Waouh, eh, je vais prendre cette partie-là, je vais faire un jingle, tu sais. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, quand même, Géraldine Févra, et donc sur une chaîne YouTube du podcast qui s'appelle Tuba, Tuba, et sur toutes les plateformes où il y a aussi Tuba qui est diffusé. Et ouais, et je mettrai évidemment toutes les ressources dans le lien. Mais ouais, Tuba, le podcast de Géraldine, allez-y, écoutez. Un grand merci, je te dis à bientôt et je te souhaite une excellente journée, Géraldine. Merci à toi, Cédric. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager ton avis et à liker. C'est aussi comme ça qu'on sait ce qui te plaît et ça donne de la force pour continuer. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.